C'est plus qu'un plaisir de partager ce plateau avec vous, aimables téléspectateurs. Oui, bienvenue dans Kinshasa Direct, ce grand magazine de la rédaction qui revient sur les sujets d'actualité avec plusieurs invités, notamment 3 aujourd'hui, avec qui nous allons non seulement débattre de la question du BRICS, la RDC qui est partagée entre les émergents et l'Occident. On en parle avec Charles Mobiloulou qui est analyste politique. Nous allons également parler du programme de développement de 145 territoires. Quel aspect faut-il privilégier? L'eau, l'électricité ou encore les routes? C'est la grande question qui se pose justement avec Jean Mwangou, analyste politique également. Et puis nous allons parler de l'UDPS. L'UDPS, comme tant d'autres partis politiques, qui a tenu son congrès justement, qui a opté pour Félix Tshisekedi comme candidat à la présidentielle. On va parler de cette question ici pour quel apport justement pour ce deuxième mandat avec justement un invité, Prosper Salomon Moutoubou. Il est cadre de l'UDPS qui est venu tout droit du Olomami. Et l'actualité, c'est avec Moïse Chamala qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonsoir Arlette Boutela et merci. Bonsoir à vous mesdames et messieurs. Place à l'actualité. Lancement ce mardi par les chefs de l'État Félix Tshisekedi des travaux de la construction du bâtiment annexe de la Cour constitutionnelle, un cadre qui a été conçu pour améliorer les conditions de travail du personnel judiciaire, financé à 85% par les gouvernements congolais et 25% du PNID, Programme des Nations Unies pour les développements. Et puis le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a ouvert ce mardi 29 août à Kinshasa la 55e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, session à laquelle prennent part les ministres de la justice des pays membres de cette organisation, une occasion pour lui de plaider pour l'installation de l'une des institutions de l'OHADA en RDC. Et puis en santé et expansion du variole simienne, communément appelé monkeypox, voit son emprise s'agrandir inquiétamment en République démocratique du Congo. L'Union européenne s'est engagée à soutenir la RDC avec une aide de 350 000 € dans sa bataille contre cette maladie. Eh bien, tous ces titres vous seront développés à la grande édition des 19h par Jenny Kaembe. Mais entre-temps, Kinshasa Direct, c'est de l'autre côté avec Arlette Boutela. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Et grand merci Moïse Chamala pour toute cette actualité que nous allons d'ailleurs développer à la grande édition du journal de ce mardi, comme tous les mardis d'ailleurs. Et dans quelques instants, nous allons prendre notre tout premier invité pour évoquer justement le congrès de l'UDPS. Quels enjeux avec Prosper Salomon Moutoubou, il est cadre de l'UDPS, plus précisément du Haut-Ouélé.
Télé 50, simplement congolais. Notre tout premier invité nous a rejoint sur ce plateau, M. Prosper Salomon. Bienvenue. Merci. Bienvenue également à Kinshasa, la capitale. Merci beaucoup. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Télé 50. J'espère que vous allez être nombreux à nous suivre à partir du Haut-Télé, d'où vous venez justement. Vous êtes à Kinshasa parce que vous devriez prendre part au congrès de l'UDPS. L'UDPS qui a opté, comme bon nombre de partis politiques, à choisir Félix-Antoine Tshisekedi comme candidat à la présidentielle de 2023. Effectivement, madame la journaliste, je pense que le congrès de l'UDPS s'est passé effectivement le 26. Et moi, j'étais en vacances aux Émirats Arabes Unis. J'ai dû écourter les vacances parce que je devais participer. Parce que dans les Hauts-Télé, je suis le président provincial en charge des élections pour le côté de l'UDPS. On appelle commission électorale locale. Aujourd'hui, justement, puisqu'on parle de ce congrès de l'UDPS, oui, choisir Félix Tshisekedi pour un second mandat, pour quels objectifs au finish? Bon, vous savez, Félix Tshisekedi pour la RDC, c'est comme la fondation. C'est comme si le pays n'a jamais existé. Maintenant, nous recommençons les choses à zéro. Maintenant, comme il est en train de poser la fondation, nous sommes dans l'obligation de l'investir comme nous l'avons fait les week-ends derniers, comme candidat pour le côté de l'UDPS. Pour le compte de l'UDPS, oui, il y a également d'autres formations politiques également qui ont opté pour Félix Tshisekedi comme candidat à la présidentielle. L'objectif, c'est entre autres pérenniser ce que vous avez déjà commencé ou refaire les choses carrément. Bon, nous allons pérenniser ce que nous avons déjà commencé, mais aussi il y a des innovations. Parce que Tshisekedi ne cesse de surprendre chaque jour. Vous avez écouté même l'ancien ambassadeur américain, M. Cohen, qui a dit que jusqu'à la preuve du contraire, Félix Tshisekedi, on ne connaît pas encore sa vraie peau. C'est-à-dire qu'il ne cesse de surprendre positivement. Il y a des innovations, c'est pourquoi nous devons d'abord lui donner la chance d'aller en avant. Aujourd'hui, quels sont ces acquis que vous allez devoir convaincre la population pour opter pour Félix Tshisekedi, comme vous les avez optés au sein des partis politiques, avec quelle preuve de ce qui a été fait qui devrait militer en sa faveur? Bon, vous voyez vous-même l'état des droits. À l'époque, vous n'avez jamais appris qu'un ministre pouvait même être interpellé. Interpellé puis relâché, il n'y en a aucun en prison. Bon, interpellé, vous savez, l'état des droits va s'établir comme la démocratie. Ce n'est pas en une journée, en une année ou à 2 ans, 3 ans. Non. L'essentiel, c'est de poser d'abord les bases que la peur s'installe dans le chef de tout le monde, qu'on sache qu'il n'y a pas des intouchables. Aujourd'hui, au moins, au-delà de savoir qu'il n'y a pas des intouchables, on sait également qu'ils peuvent être relâchés aussitôt enfermés puis aussitôt relâchés, parce que ça a été le cas. Bon, on ne condamne pas pour condamner. Lorsqu'il y a des soupçons qu'il y a un tel qui a fait ceci, quelle que soit votre fonction, on vous interpelle. Mais si on vérifie et qu'on trouve que vous n'avez pas de problème, on ne peut pas vous condamner, on vous relâche. C'est ça aussi l'état de droit. Oui, c'est ça. Donc, Félix Tshisekedi a établi l'état de droit. Il y a aussi le projet de 145 jours. Il y a plusieurs projets. De 145 territoires. 145 territoires. Parce que moi, je viens de l'intérieur. Nous, depuis que nous sommes... Moi, je suis né. Moi, je n'ai jamais vu le gouvernement construire des écoles. Les écoles qu'il y avait chez nous en matériaux durables, ce sont des écoles construites par l'Église catholique, soit l'Église protestante. Mais aujourd'hui, nous avons des écoles construites par les gouvernements. Vraiment, les hôpitaux, les dispensaires, etc. Donc, c'est à pied d'œuvre. Donc la population chez nous ne gire qu'au nom de Félix Tshisekedi. C'est pourquoi je devrais écourter mes vacances au niveau des Émirats Arabes Unis pour revenir au pays, participer au congrès, parce que c'était pour moi une occasion, comme candidat aussi, parce que moi, chez nous, je suis candidat aussi à la députation provinciale. C'est déjà accepté. C'était pour moi une joie, parce que moi, je disais, bon, si on n'investit pas Félix, inutile pour moi de postuler.
C'est pourquoi les gens m'appelaient, non, comment vous n'avez pas posé? Je devais d'abord attendre. Les jours où on l'a investi, c'est le même jour où moi j'ai déposé la candidature. Aujourd'hui, justement, on se dit, oui, la République démocratique du Congo, beaucoup de questions, au-delà de poser des candidatures, de déposer des candidatures, mais l'incertitude demeure quant à la tenue des élections en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on se pose encore sur quel format devrions-nous tenir ces élections en RDC? Avec ces territoires occupés, où les gens ne se sont pas enrôlés, est-ce qu'on devrait compter avec ces territoires-là? Même les élus, les candidats, justement pour être élus dans ces coins, vont opérer comment? Est-ce que les sièges seront maintenus? Autant de questions aujourd'hui qui revient et qui remet en cause la tenue des élections en décembre prochain. Bon, si aujourd'hui nous devons tenir compte de l'insécurité, nous n'irons pas aux élections. Mais l'insécurité qui est là-bas, on voit maintenant, on peut maintenant estimer ça en termes de pourcentage. Et on voit la balance, elle va peser de quel côté. Si l'insécurité pèse plus que la partie qui est en sécurité, là nous n'irons pas aux élections. Mais vous savez vous-même que parmi les 500 députés, il y a la moyenne de la CENI qui nous donne 16 députés qui sont dans des conditions de l'insécurité. Et maintenant, si on va estimer en termes de pourcentage, nous sommes dans les 90% du pays qui est en sécurité. Et ce sont des foyers de tension là qui nous pouvons éliminer à tout moment. Le président de la République, vous savez que ces derniers temps, il est calme, mais vous ne savez pas que nous sommes en train de perdre. Éliminer à tout moment, comment? Parce qu'aujourd'hui, cette situation perdure, au-delà de tout ce qu'il y a eu, au-delà de toutes les forces que nous avons invitées au pays, la situation ne s'améliore pas, au contraire. Oui, parce elle remet même en cause l'état de siège aujourd'hui. Oui, vous savez que nous avons hérité une armée qui était vraiment mixte. Donc on ne comprenait pas si c'était une armée congolaise ou une armée étrangère. Donc c'est comme ça que le régime passé nous a mis dans une condition où nous sommes maintenant. Mais le chef de l'État a déjà pris des précautions. Il y a des militaires, nos propres militaires qui sont déjà formés. D'ici 1 mois, 2 mois, vous allez voir que tout va se passer normalement. Donc nous irons aux élections. Ceux qui sont en train de rêver, qu'ils rêvent. L'IDPS à son temps avait fait la même chose en 2006. L'IDPS n'avait jamais participé aux élections. Notre chef avait dit de ne pas aller aux élections. Et ceux qui étaient prêts pour aller, ils étaient partis. Ça sera la même chose pour cette fois-ci. Ça ne sera pas la fin du monde. Ceux qui ne veulent pas aller aux élections, qu'ils y restent et nous irons aux élections. Aujourd'hui, parlons justement des 145 territoires. Oui, vous l'avez évoqué brièvement ici sur ce plateau. Aujourd'hui, si on doit parler du développement de 145 territoires, c'est quels aspects devrions-nous toucher pour sentir ce développement? Est-ce que c'est la construction des écoles, l'électricité, ou encore tant d'autres projets, les routes par exemple, où il y a déjà des projets similaires dans ces aspects-là? Le développement des 145 territoires devrait en principe concerner quoi exactement? Bon, normalement, le développement, c'est dans son ensemble. Il y a presque dans chaque domaine parce qu'il y a des projets de routes, il y a également les projets de l'électricité, il y a l'eau qui s'est donc chez nous là, j'ai vu des machines toutes neuves, des machines de forage qui sont en train de donner de l'eau. Donc chez nous, ça marche. Je ne sais pas chez les autres, moi je parle du Haut-Tolé parce que c'est là où moi j'ai vu, nous sentons les changements. Et la population en est tellement contente. Il y a eu même un autre candidat député, donc il y a eu un candidat président de la République qui était parti là-bas, je me réserve de citer son nom. Même la population ne s'intéressait pas à lui. Les gens ont fermé, même là où on vendait les carburants, ils ont fermé qu'on ne peut pas vous vendre les carburants ici. Et il est retourné. Ici, nous avons seulement besoin de Félix Tshisekedi. Parce que qu'est-ce que vous irez faire là-bas? Félix est en train d'améliorer l'ensemble du pays. Le développement dont on fait adhésion, vous pouvez voir les routes, vous pouvez voir les écoles, les hôpitaux, l'eau, etc. Donc c'est dans tous les angles. C'est ce que je suis en train de... en fait, nous sommes en train de parler de ce développement. Est-ce que c'est un système pour booster le développement en interne, créer cette autonomie au niveau de l'interne, ou plutôt, c'est ce que nous voyons, venir construire et répartir? Non, vous savez, ça c'est juste, comme j'ai dit en entrant,
que Félix est venu poser la fondation. Ce qui est en train de se faire maintenant, vous allez maintenant voir en réalité au deuxième mandat. Le deuxième mandat là, parce qu'il a pris beaucoup de temps pour se débarrasser déjà qu'il encombrait. Ce n'était pas facile avec la machine FCC qui était ici. Renverser cette machine n'était pas donné à tout le monde. Ça a pris 3 ans. Et une autre année là, c'était pour le coronavirus. Et maintenant, une année ici, il essaie de travailler avec son projet de 145 territoires. Mais effectivement, vous allez voir les réalités à partir de l'année prochaine, etc. Parce que les fondations sont déjà posées. Maintenant, nous allons commencer à élever les murs. Et vous allez comprendre que le Congo mérite mieux. François Salomon Moutougbou, un message aux téléspectateurs, mais aussi à votre base du Haut-Télé. Oui, le message que nous pouvons lancer aujourd'hui à nos téléspectateurs, et plus précisément à la base du Haut-Télé et au territoire de Wamba, là où moi je suis candidat, c'est de leur dire qu'ils doivent faire foi à ce que nous sommes venus faire ici. Nous nous battons. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, est déjà investi candidat de l'IDPS à l'élection 2023. Et aussi, moi-même, les jours où on l'a investi, j'ai déposé ma candidature et c'est déjà affiché. Je suis candidat député provincial pour le côté de l'IDPS pour la circonscription électorale de Wamba. Donc nous devons continuer à nous battre parce que nous sommes tout proches de la victoire. Grand merci à vous. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes cadre de l'UDPS et en séjour à Kinshasa, c'était pour participer au congrès de l'UDPS. Merci. Merci beaucoup. Et mes téléspectateurs, on va continuer justement cette fois-ci pour prendre notre deuxième invité. La rénovation et la modernisation des villes nouvelles et de villes existantes. Prendre part à cette cérémonie d'aujourd'hui pour le lancement des travaux de cet ouvrage qui resteront dans le cadre de ce qu'on appelle dans le jargon les SOSAC, le schéma d'orientation stratégique de la ville-province de Kinshasa, qui en réalité est un plan provincial d'aménagement du territoire. À entendre le nombre d'emplois qui seront créés dans cet ouvrage, le niveau de l'investissement, le bâtiment qui va arriver dans 5 ans, et comme Mme Christine a si bien rappelé, c'est 65 ans après, et nous allons, la République démocratique du Congo, ce pays partenaire des États-Unis d'Amérique, va encore une fois recevoir cet ouvrage. C'est un motif de joie et de fierté. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors, nous recherchons la vérité. Quand on ne rencontre qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. À temps de crise, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. Sur Télé 50, nous vous importons les nouvelles que les gens prennent les risques de voir. Nous connectons le monde et l'unissons à la vérité. Télé 50, c'est l'actualité dans la totalité. Il s'est tenu récemment le sommet de BRICS où la RDC a pris part à travers son Premier ministre, mon chef du gouvernement, Sama Lukonde. On revient également sur cette question ici en République démocratique du Congo. On en parle avec notre deuxième invité, M. Charles Mombiloulou. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame.
Je rappelle aux téléspectateurs que nous vous recevons en tant qu'analyste politique justement pour revenir sur ces questions d'actualité, notamment la participation de la RDC qui reste quand même assez mitigée. On se pose la question, est-ce que la RDC va évoluer du côté des pays émergents, encore du côté de l'Occident, parce qu'on se dit finalement, c'est après plus de 10 ans, il y a une brèche qui a été ouverte à plusieurs pays qui ont intégré, notamment quelques pays africains, dont l'Éthiopie aussi, qui ont intégré le BRICS. La position de la RDC à ce sommet, c'est comme... Madame, vous le dites si bien, et tout le monde le constate, l'ambiguïté demeure. Et cette ambiguïté est tout à fait historique. Même quand il était question des États non alignés, comme on les appelait, l'Afrique du Sud comptait beaucoup sur la position du Zaïre à l'époque. Mais l'ambiguïté admet au point que finalement nous n'avions pas une position. Autrefois, je l'ai dit ici sur votre plateau, et d'ailleurs d'aucuns le disaient, que nous étions ni à droite, ni à gauche, et voire même ni au centre. Et donc cette ambiguïté ne doit pas toujours demeurer. Il faudra absolument que la RDC définisse réellement sa politique étrangère et doit les circonscrire justement par rapport à l'intérêt, évidemment un intérêt qui va se définir par rapport au temps et par rapport aux besoins, tels que l'attendent pas seulement le Congolais, mais l'Afrique tout entière. Vous avez parlé de cette conférence de BRICS. Évidemment, les gens ont manifesté leurs intentions. Mais la RDC, quel a été le discours de ces pays continents, de ces pays qui regorgent beaucoup de ressources, qui partent toujours comme ça et qui, à la fin, est toujours cette dinde de la farce. Donc, moi, je crois qu'à ce jour, il faudra absolument que ceux qui ont la responsabilité politique définissent réellement la politique congolaise en ces matières. Mais est-ce que justement cette politique n'est pas en perpétuel mouvement, en perpétuelle déstabilisation? Je dirais, aujourd'hui, si l'on prend, l'exemple était clair, aujourd'hui on avait vu la position par exemple de Joseph Kabila vis-à-vis de l'Occident. L'on sentait quand même ces efforts de se pencher vers l'Orient, vers la Chine entre autres. Mais à ce jour, un nouveau gouvernement, un nouveau chef d'État qui arrive, c'est tout un changement de système. L'on voit par exemple que l'Occident est le bienvenu. On se dit... Non, madame, il faut toujours bien réfléchir. C'est que les chefs d'État, généralement, ils ne s'écartent pas de la politique réelle de leur pays. En fait, je vais un peu vous scandaliser. Mobutu n'a pas une politique différente de la politique de Lumumba. Ils sont presque nationalistes. Et vous allez voir les actes des arianisations, tous ces actes-là, ça montrait les actes des nationalistes. En fait, il est difficile au jour d'aujourd'hui, surtout par rapport à la politique étrangère, que Tshisekedi soit différent de ses prédécesseurs. Pourquoi? Parce que maintenant qu'il est assis sur le fauteuil, il voit comment est-ce que son pays est pillé. Ce qu'il ne voyait pas quand il n'était pas aux affaires. Et le premier comportement, c'est un peu un conservateur, un protectionniste. Donc, ce sont des attitudes tout à fait normales que quelqu'un à ses postes de responsabilité, il écarte. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un courage. Voilà, Tshisekedi aujourd'hui, il peut tout dire, mais en fait, il n'a pas porté de réformes. Des grandes réformes telles que nous pouvons l'attendre. On n'a pas vu ces réformes-là. Vous voyez, c'est-à-dire que, et ça, il lui faut du courage. Il a tenté plusieurs fois, il n'arrive toujours pas à pousser. Et là, il y a une question de brusque. Écoute, il faut prendre Samuel Okondé, que je félicite ici. Il a fait quelque chose autrefois sur la francophonie, quand il refuse cette histoire. De prendre la photo. Alors, voilà, ça a donné de l'impact. Ça a donné de l'impact. Donc, il faudrait absolument qu'il y ait de politiciens courageux comme ça. S'il est question de porter des réformes, vous les portez et jusqu'au bout. Mais justement, c'est bien beau de porter, mais porter pour mieux porter, il faudrait avoir des assurances sur le plan économique, il faudrait être une force sur le plan militaire, il faudrait être une force sur le plan de la santé, par exemple. Aujourd'hui, c'est cette autonomie en soi qui empêche la République démocratique du Congo d'affirmer sa position réelle. Parce qu'elle est tout le temps appelée à collaborer. Non. Ça fera de nous des éternels enfants. Quand nous allons dire, écoute, c'est un pays continent. Ça, ce n'est pas un petit pays. C'est presque l'Europe occidentale. Donc, on ne peut pas dire au jour d'aujourd'hui, nous allons attendre. Il faudra d'abord la conscience. Il faudra d'abord la détermination du peuple de dire, voilà, désormais, plus rien ne sera comme avant. Donc, voilà, comme l'a dit à un moment le président Mobutu. Donc, il ne faudra pas que les choses continuent de la même façon. Nous n'allons pas avoir peur. Au jour d'aujourd'hui, vous vous rendez compte que nous avons peur du Rwanda.
Moi et toi, quand nous grandissons, est-ce qu'on avait peur de Rwanda? C'est venu à peine. On commence à nous faire gober qu'un Rwandais, il est spécial. En quoi? Et comme ça, au fil du temps, ça a élu domicile dans notre chef et notre appréhension, c'est comme ça. Donc, à ce jour, nous devons en fait être trop sûrs de nous-mêmes et être sûrs que nous serons quand même capables de pouvoir protéger notre territoire. Et donc, le président ne devrait pas toujours dire, voilà, je n'ai pas de soldats envoyés au front, nous avons tout ce qu'il nous faut. Et pendant cette période où la géopolitique internationale est en train de connaître des mutations, et donc ce sont des moments très opportuns pour nous, pour que nous puissions nous éclipser dedans, et puis écrire réellement notre politique. Hein? Voilà, c'est là que je l'attends. Sur la question des élections, j'ai dit, mais c'est une distraction actuellement. Pourquoi? Parce que la géopolitique internationale, actuellement, peut permettre à ce que le président de la République démocratique du Congo puisse écrire la belle histoire de notre pays, en tout cas la plus belle, tout en cherchant de quel côté il peut aller. Et là, vous avez fait allusion sur la question de l'armée, par exemple. Je crois qu'il est en train de le faire, parce que nous voyons quand même certains résultats. Mais il doit encore aller beaucoup plus, parce que, pourquoi? Parce que notre pays est ce qu'il est sur le plan de la géopolitique. Mais voilà que nous sommes là, cantonnés sur une question des élections. Et je l'ai déjà dit ici, chez vous, que ces élections vont être une distraction, ne vont rien apporter. Ça va être des contestations qui vont fusionner partout. Déjà, il y a presque 30% d'électeurs seulement sur les 100% des électeurs qui se sont enrôlés. Vous poserez la question, comment ça? Mais parce que les autres ont perdu leurs cartes d'électeurs. Comment? Parce que tout s'est effacé. Hein? Même ceux qui ont gardé bien leurs cartes d'électeurs. Mais au jour d'aujourd'hui, vous nous répondez. Donc, dis-moi, qui sont ceux qui vont aller voter? Qui? Mais ça, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, justement, c'est au-delà de ça. Il y a cette alternance qui a commencé. Et qui doit continuer sur vous. Oui, sur le plan politique. Mais ça apporte quoi? Ça apporte quoi? L'alternance va porter quoi? Ça apporte cette stabilité politique que l'on entend reprocher à la RDC. Non, c'est quoi la stabilité politique? La stabilité doit être une stabilité économique d'abord. Parce que nos enfants vont aller à l'école, ils vont manger, hein, ils vont avoir tout ce qu'ils ont. C'est tout ce que nous cherchons déjà. Ce n'est pas cette histoire de stabilité politique. Le problème, puisque vous êtes politique, c'est ces problèmes-là que nous refusons, justement, parce que lorsqu'il n'y aura pas élection, il y aura des marches, il y aura ceci. Et finish, les enfants ne pourront pas aller à l'école régulièrement, parce que les mandats, sans lui, transition sans lui, on en a vu dans ce pays. La constitution congolaise a déjà réglé cette histoire, et le président Tshisekedi doit porter de réformes, de grandes réformes, pour nous laisser en souvenir de son passage. Et nous qui sommes là, politologues, nous allons enseigner à nos enfants. Comme l'a fait le passage Joseph Kabila, n'est-ce pas, en modernisant l'État. Parce qu'en sciences politiques, la modernité de l'État, quand on parle d'un État moderne, il ne s'agit pas d'un État conçu à l'immeuble, mais il s'agit d'un État qui fonctionne au travers leurs institutions et de façon séparée. Et il a fait. Mais à un certain moment, il a torpillé, hein. À un certain moment, Kabila a torpillé, parce que quand vous voyez au jour d'aujourd'hui un ministre de l'Intérieur qui a une capacité de suspendre une assemblée provinciale, ça on ne peut pas comprendre. Et justement, à un certain moment, il s'est mis à détruire ce qu'il a commencé. Mais je dois lui reconnaître qu'il a modernisé l'État. Et donc, ces réformes de cette nature-là, je sais qu'il doit le faire forcément et obligatoirement pour nous laisser un héritage. Et c'est sur ça que son passage sera un bon passage. Sinon, en tout cas, je crois que tout ce qui est en train d'être fait, jusque-là... Mais on en a connu des textes dans ce pays, on en connaît encore, on en connaît des réformes. Est-ce qu'aujourd'hui, par cette question de transition à chaque, des élections à chaque 5 ans, il ne faudrait pas qu'on ait plutôt des présidents qui viendront pour asseoir le pays, pour permettre aux prochains présidents, ceux qui viendront plus tard, de trouver des institutions stables qu'ils ne pourront pas bouger à tout moment? Je vais bien. C'est ce que Kabila dit. C'est ce qu'il pense quand il met des institutions. Parce qu'aujourd'hui, il penserait la même chose. Il ne ferait jamais ce qu'il a fait s'il est encore aux affaires. Et vous savez, j'ai le discours du président Tshisekedi un jour, je crois, je l'ai suivi sur Top Congo, il fait un aveu, il dit, quand il n'était pas président, il y a quelque chose qu'il découvre, c'est le degré de la corruption. Et il dit,
à l'interview, il dit, bah, écoute, je suis tenté de dire, comme on nous disait, que Mobutu disait, oui, Batanda. Donc, vous voyez, et donc, il connaît les mots de ces pays. Dites-moi, lutter contre la corruption et faire des élections, qu'est-ce qui te profite, toi, de façon personnelle? Pas de réponse. Moi et tous les autres Congolais, c'est d'abord porter des réformes, lutter contre la corruption. Vous ne pouvez pas comprendre que les individus soient en train de construire des immeubles partout et que nous n'ayons pas des infrastructures pour l'administration de l'État. On ne peut pas comprendre. Mais pendant que les immeubles poussent de partout, quelqu'un dont vous avez connu, parce qu'il était de votre côté, et à peine qu'il a été nommé ministre, ben, il a des maisons un peu partout dans la ville. Et du moins, on les connaît parce qu'ils ne se cachent derrière pas. Chantier naïe. Chantier naïe. Évitez. Il y a quoi le pango côté parce que Kinga n'a sombaki. Donc, vous voyez toutes ces réformes. Où ont-ils pris l'argent, ces gens? Mais quand le président parle, je donne un exemple clair. Il a dit, quand on parle de rétrocommission, ça semble aujourd'hui, on a tendance à vouloir tout banaliser, on a tendance à vouloir tout prendre à la légère. Mais pourquoi on parle de rétrocommission? Ce sont des concepts qui ne devraient pas sortir de son langage, ça c'est sûr. Ben, écoute, de toutes les façons, ça dépend de contours qu'on donne à un concept, mais seulement que je ne pense vraiment pas que ça puisse sortir de sa bouche. Mais hélas, à un certain moment, il a osé, il arrête. Je me pose la question, là, quand ces gens-là, les voleurs là, sont arrêtés, sur base de preuves, mais comment sont-ils... Qui sont relâchés et qui reviennent encore retravailler avec la présidence. Mais c'est là justement que... C'est pourquoi j'ai dit ça ne sert pas les élections. Non, c'est là justement que... résoudre ces problèmes. Non, c'est là justement que la population se dit oui, il faut élection pour changer ces personnes. Parce que c'est cette réflexion qu'on a, c'est cette réflexion qu'on a mis dans la tête des Congolais. On a mis dans la tête des Congolais, tout le monde la présidente, on peut changer Batou. C'est ça, nous? Non. C'est ça. C'est ça la réflexion qui taraude les esprits. C'est-à-dire, au lieu de combattre les mots exactement qui ont pris corps, parce que c'est vrai, un ministre va partir, mais les membres de l'administration publique, c'est les membres de l'État. Les membres, par exemple, des secrétariats généraux, c'est des fonctionnaires de l'État. Exactement. Madame, alors, on peut changer des ministres, mais si le système... Exactement. Madame, le problème, c'est celui-là. Parce que nous avions cru à cela depuis un moment. Quand la conférence nationale souveraine commence, n'est-ce pas, nous avions cru que finalement le lendemain sera meilleur. Mais ceux qui sont morts pour cette réforme qu'ils ont bien voulu, si jamais ils se réveillaient au jour d'aujourd'hui, ben, ils vont encore remourir. Parce qu'ils diront, mais où en êtes-vous? Mais la réalité, ce n'est pas que nous changeons de hommes. Ces hommes-là qui sont là, ils doivent porter le changement. Vous qui êtes assis là, portez le changement pour le bien-être du Congo. Donc, il ne faut pas... Parce que quand vous changez de personne, ils viendront... La philosophie est là. Et vous remarquerez quoi? Quand on vous nomme, vous avez un poste de responsabilité, le lendemain, ce n'est pas qu'on cherche... Bon, voilà. Donc, vous avez les gens qui fêtent, et tout le monde connaît qu'après-demain, vous devenez riche. Vous qui n'avez jamais eu une petite voiture, mais vous voilà maintenant, vous avez des immeubles partout. Alors, le président de la République... La présidente de la République est informée de ça. Le Premier ministre... Non, M. Charles, est-ce que c'est réellement ces personnes-là ou c'est les personnes qui les entourent, qui maîtrisent ce système-là à chaque fois que lorsque un nouveau venu arrive, on lui montre le chemin? Non, je vais vous expliquer. D'abord, j'ai un ouvrage que je crois que je suis en train de parler de cette question-là. Donc, il y a une séparation réelle entre le bureau politique qui s'installe au travers le ministre et l'administration publique. Exactement. Donc, celui-ci, quand il vient, il est ministre là. La première des choses, ce sont les amis qu'il va prendre, les gens qui ont presque l'expertise qu'on peut ramasser à gauche, à droite. Et d'ailleurs, chez nous, la rhétorique se confond avec l'intelligence parce qu'il parle tellement bien et qu'on pense qu'il est forcément intelligent. Exactement. Alors, on va lui donner un ministère qui a des spécificités. Il est bombardé conseiller en ceci, il est bombardé conseiller en cela. Et donc, le temps qu'il va prendre là, à tâtonner, les mandats poussent et tout ça. Et donc, avec l'administration publique, il y a presque une séparation, une nette séparation. Et le temps va passer, les jours vont passer, et après quelques temps, quand il va commencer à apprendre, c'est déjà fin mandat. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense que si c'est une de réformes
que je propose d'ailleurs, si un ministre est nommé comme ministre, il devait prendre comme conseiller, d'ailleurs le conseiller, on les rend des directeurs, il devait prendre comme conseiller d'abord le directeur de l'administration publique. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'expertise. Ce sont eux qui vont devoir accompagner la politique de l'État dans le secteur dont monsieur et madame X est ministre. Et non prendre les gens qui, à peine ont un diplôme d'université et n'ont jamais été soumis à un exercice de travail ou d'autres exercices pour lui permettre d'assumer telle ou telle Vous savez un tout petit peu, l'administration et la politique, c'est un tout petit peu comme la Bible et la science. Il y a des choses qui sont là, mais qui fonctionnent de manière différente. Les politiques vont vous dire qu'on compte sur la confiance. Un cabinet politique est basé sur la confiance, pas forcément sur l'intelligence et l'expertise. C'est vrai, il peut y avoir des gens, des experts dans ce secteur-là comme conseillers. Mais il faudrait, par exemple, compter plus sur des fidèles. Exactement, c'est ce qui détruit. Il est vrai que le choix politique a comme critère la loyauté, la fidélité, etc. Je vous en concède. Mais par ailleurs, le résultat du travail a pour critère premier la compétence. Donc vous qui êtes ministre, faites votre choix. Faites votre choix. Avez-vous besoin des fidèles compétents? Ou bien avez-vous besoin des fidèles Donc, justement, aujourd'hui, en fait, nous sommes dans un pays avec un lendemain très incertain. Et donc, beaucoup de gens ont braqué leur espoir vers la République démocratique du Congo. Nous avions parlé du cas de BRICS, par exemple, tout à l'heure, où beaucoup de pays d'Afrique attendent ce qui la position de la RDC. Madame, quand vous faites Lubumbashi, Kasumbalé, ça vous serez scandalisé. Combien ce pays est pillé? Les entrées, les sorties, les camions. Mais tout ça, mais c'était le réforme, nous attendions que le nouveau gouvernement qui prend des décisions là-dessus. On ne peut pas comprendre qu'on continue à piller ces pays comme il se doit. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un jour, l'UDPS au pouvoir, moi, M. Mobiloulou, je n'ai pas ma carte d'identité. Je ne peux pas comprendre. Parce que c'était la lutte que menait Etienne Tshisekedi. Il disait la première des choses, c'est de nous doter. Alors, on doit attendre. À ce niveau. Parce qu'aujourd'hui, on nous met dans un cycle. Attendez. La commission électorale ici, c'est ça, c'est du théâtre, ne vous en faites pas. On nous donne une histoire là qu'on appelle carte d'électeur. Seigneur, nous n'avons pas d'identité, on nous donne une histoire carte d'électeur qui s'efface et nous n'avons pas nos identités proprement dites. On devait déjà nous donner nos cartes d'identité et c'est sur base de ces cartes d'identité justement que nous allions voter et non sur base d'une carte qu'on nous présente comme ça qui s'appelle carte d'électeur et faite de la manière dont vous connaissez et dont tous les Congolais connaissent, n'est-ce pas? Et avec un lendemain tout à fait incertain. Donc je regrette, je crois qu'à ce jour, il est beaucoup plus important que la politique de la République démocratique du Congo, dans les différents secteurs, soit définie et qu'on poursuit ça. Sinon, nous serons dans une logique où nous sommes dans une politique de tâtons. Une dernière question quand même, puisque vous avez évoqué la carte d'électeur. Aujourd'hui, cette carte qui a été présentée comme la meilleure de cartes que nous puissions avoir, d'électeurs, aujourd'hui, cette carte a montré ses défaillances ou encore ses limites. À qui serait la faute, justement, si on devrait analyser cette question? C'est ça. Félix Tshisekedi dit que les Congolais ont voté. Il doit établir leur responsabilité. Il n'y a pas un plus grand sabotage dans ce processus, dans son mandat, que celui qui a fait fabriquer cette histoire de carte d'électeur. Il doit répondre dessus. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Qui est-il qu'on ne puisse pas l'interpeller? Il doit répondre de ça. On ne peut pas comprendre. Vous mettez cette carte-là, même si vous les gardez jalousement, au bout d'un temps, tous les écrits sont partis. Il doit répondre. Charles Mobiloulou, grand merci à vous. Ce sera un réel plaisir de partager à notre plateau avec vous beaucoup d'analyses sur des questions politiques. On se retrouvera très certainement prochainement sur ce même plateau. Merci beaucoup, madame. Alors, les téléspectateurs, on va continuer avec vous et terminer avec ce projet de 100. On vous garde 2 minutes sur le plateau. Avec le projet de 145 territoires, cette fois-ci, ce sera avec M. Jean Mwangou. L'affaire Bukanga Lonzo serait toujours une affaire terminée au regard des dispositions de notre système judiciaire, au regard de l'arrêt de la Cour constitutionnelle RP 0001, l'article 168 de la Constitution, qui dit bien que
les arrêts de la Cour constitutionnelle sont sans recours, sont exécutoires immédiatement, sont opposables à tous, à toutes les administrations, à toutes les autorités juridictionnelles, civiles et militaires, et à tous les particuliers. Et quand une telle disposition existe, il ne faut pas chercher à l'interpréter, il faut l'appliquer. Parce que l'obéissance est due à la loi. Quelle que soit l'autorité que vous soyez, obéissance est due à la loi. Télé 50, simplement congolais. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors, nous recherchons la vérité. Le développement des 145 territoires, un concept, un projet qui se matérialise en province, dans les différents territoires de la République démocratique du Congo. Mais il consiste en quoi exactement? C'est la grande question que l'on se pose ce soir avec M. Jean Mangou, qui est analyste politique. Bonsoir et bienvenue à vous. Merci, bonsoir. Aujourd'hui, l'on parle de ce qui était avant, on le dira comme ça, un concept. Aujourd'hui, un projet qui se matérialise. On a vu le chef du gouvernement descendre, la première fois c'était vers le Congo central, et aborder comme ça les différents territoires pour parler du programme de développement de 145 territoires. Aujourd'hui, si l'on devrait résumer ce programme, le développement, ça consiste à quoi exactement? En fait, c'est cela que nous sommes venus également éclairer. Parce que si on est en train de parler de projet, c'est un ensemble d'activités qui doivent être exécutées dans un délai défini. Mais le premier malheur de ces projets, on ne connaît pas le délai d'exécution. Mais au moins, on sait que le plan, c'est développer les territoires avec la politique de proximité. Parce que si un territoire est développé, qui est joint à un autre territoire développé, et à un autre, ça va constituer une toile des territoires développés, et immédiatement, par effet de contagion, toute la République sera développée. Mais nous avons constaté que il faut que nous connaissions un peu de préalable, parce que la priorité ici, c'est améliorer les conditions de vie des Congolais, qui passent par l'obtention de routes. Il faut que nous ayons des routes, que nous ayons l'eau, que nous ayons des écoles, que nous ayons les prix abordables sur le marché. Alors, d'une manière un peu générale, est-ce que réellement on va y arriver? Oui, on va y arriver parce que le chef de l'État est déterminé à nous faire exécuter ces projets pour que les Congolais, dans le cadre de Peuple d'abord, se retrouvent finalement récompensés. Mais nous disons également que les développements, c'est les changements des conditions, parce qu'il y a projet, mais il y a développement. Nous, qu'est-ce qui serait l'impact de ces projets sur la population? Voilà un peu de petites questions que moi je me suis posées avant de venir, et je m'étais dit que pour y arriver, il faut franchement qu'il y ait cette fois-là l'implication de beaucoup de ministères. Je prends un exemple. Qu'on ne se limite pas avec manière de travailler dans le bureau. Si nous prenons un territoire X comme exemple, quand on va créer des routes, il faut que le ministère de l'Emploi estime combien de routes on va créer. Mais en même temps, il faut également qu'on pense que le ministère de Plan doit estimer quelles sont les projections, qu'est-ce qu'il faut. Et le ministère de l'Industrie doit également évaluer est-ce qu'il y a des minerais dans l'endroit. Donc vous avez l'impression que c'est un concept donné qui se fait de manière bâclée? Pas bâclé, mais succinct. Succinctement, d'une manière un peu brève, ils ne sont pas entrés en profondeur. Parce ça reste plus une vision politique qu'une vision de développement rural. Voilà, c'est ça la peur. Nous voudrions cette fois-là que ceux qui travaillent avec les chefs de l'État essaient de comprendre que le développement des territoires n'est pas une dimension politique, que ce soit une dimension économique et sociale réelle. Au-delà de tout ce qui a comme pensée politique, cette fois-là qui est effectivité. Et de cette manière-là, il y aura le sens du deuxième mandat du président actuel. Parce que quand même les autres collègues qui sont passés par ici, intervenir, vous allez voir que changer des individus à la tête de la République n'est pas totalement une solution. Il faut juste qu'on ait une continuation. De quelle manière? Qu'il y ait quelqu'un qui crée d'abord les assises durables, solides,
que ce soit le président Antoine Félix Tshisekedi, aussitôt que nous avons ces assises-là, c'est là qu'on peut aspirer maintenant au développement. Mais maintenant, avec ce qu'il y a comme slogan, nous avons peur que ça démette dans le cadre des concepts, mais nous voudrions que ce soit effectivement des projets avec des résultats palpables. Et c'est pourquoi nous disons que pour que ça soit palpable, qu'au-delà des ministères, qu'il y ait aussi des consultants des terrains. Parce que depuis un temps, on va voir qu'il y a un ministre qui ne sait pas renoncer, mais qui accepte, mais qui ne comprend pas également la portée d'un projet. Voilà ce qui fait que nous disions, il y a peur que ça soit plus politique qu'économique et social, qui constitue l'attente de la grande majorité. Mais aujourd'hui, justement, on devrait parler de ce développement de 145 territoires. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre à contribution les personnes vivant dans ces territoires, par exemple, comme on le voit dans les projets européens, américains et autres, je donnerai l'exemple, on va citer comme ça, par exemple, le UNFPA, par exemple. L'on sent que le travail est fait sur terrain avec les gens qui connaissent le milieu pour arriver à pénétrer les populations et à connaître les vrais problèmes de la population, en lieu et place de venir, par exemple, avec quelqu'un qui vient de Kinshasa, qui pense que les problèmes de Kinshasa sont les mêmes que les problèmes de Mbandaka, par exemple. Alors que les problèmes de Mbandaka diffèrent des problèmes de Matadi. À Mbandaka, si peut-être il y a de l'eau, il y a la nourriture, ils auront peut-être besoin des routes et de l'électricité pour la conservation de ces biens, ou encore les moyens de transport pour transporter ces produits, par exemple, vers Kinshasa, ou encore vers d'autres provinces. Ce qui n'est pas le même problème, par exemple, pour le Kasaï, où il y a des routes vers l'Angola, ou encore sortir vers Kwilu, où il faudrait plus voir comment transposer les produits vers la route, pour venir, par exemple, vers Bandundu, encore Kikwit, un peu. C'est cette particularité des provinces que nous avons, cette grande richesse que constitue la République démocratique du Congo, et cette diversité qui demande un travail de fond. Certainement, je crois que vous avez touché à l'épineux problème qu'il y a dans ces projets-là. Si nous allons calquer les développements par rapport à des apports de gens qui ne connaissent pas le milieu, c'est voué à l'échec. Donc c'est là que nous disons que comme l'idée est déjà de développer les territoires, il fallait qu'il y ait des bureaux d'études à la base. C'est ça que je disais, que nous sommes venus en complément pour aider ceux-là qui sont dans le pilotage des projets. Parce qu'on ne peut pas développer une entité dans le bureau climatisé. Mais il fallait maintenant qu'on ait des équipes sur le terrain qui doivent spécifier les problèmes, comme vous l'avez dit, pour trouver des solutions adaptées à chacun des territoires. Ce qui n'a pas été fait. Parce qu'il y a déjà des écoles qui apparaissent, qui sont construites, c'est déjà bien. Mais peut-être qu'il y a un endroit où on n'a pas besoin d'école, mais on a besoin de... Voilà. Parce que les gens sont payés à la main, ils peuvent dire, bon, désormais, que les chefs de l'État nous construisent la banque. Il y a quelque part où on n'a pas besoin de banques, mais on a besoin d'un centre de santé, et ainsi de suite. Donc, je crois, même si on est en train de calculer les développements identiques à tous les territoires, mais des spécificités locales vont faire que cela peut être voué à l'échec. Donc, je crois qu'il fallait associer, en plus des concepteurs, associer des bureaux d'études à la base. C'est là que je dis que les projets est bon, que le président de la République essaye également d'ajouter, au-delà de ceux-là qui sont techniciens, d'ajouter les gens qui sont des terroirs pour compléter à ce qui est déjà presque prédéfini. Parce que si nous avons, par exemple, dernièrement on a inauguré, ou si ce n'est pas encore fait, mais c'est en voie d'être fait, l'industrie de production des tuiles, des carreaux, carrelage carreaux. C'est déjà bien. Mais est-ce que, même si on vendait ça, quelqu'un qui est à Pangui, chez nous là, où c'est autour de 2500 km, ça profite à quoi? À quoi? Mais si on peut avoir aussi une petite usine de carreaux à Kalima, ça peut desservir cette entité et ça aide à avoir quelque chose. De même avec Bukangalonzo, pour la production agricole, c'est très bon. Mais on ne peut pas développer seulement les territoires en termes de bâtiments, mais d'abord la vie. Si on peut avoir des petits Bukangalonzo dans tous les territoires, c'est-à-dire que ça va exiger les agronomes territoriaux, ça exige... Le matériel. Oui, le matériel, ainsi de suite. Donc de cette manière-là, on peut aller, et puis on sait que effectivement la population va se retrouver. Un peu comme l'Église catholique l'a fait en s'implantant par-ci, par-là, et au fur et à mesure, devenir une force des points focaux partout, qui peut avoir toutes les informations et arriver à parler du Congo dans sa profondeur. Oui,
c'est de cette manière-là qu'on allait procéder. Donc ici, s'il y a moyen de revenir, c'est recadrer un peu la manière de procéder. Que l'équipe de pilotage s'imprègne de problèmes particuliers de chaque territoire. Même s'il y a des travaux qui sont communs pour l'ensemble des territoires, mais il faut quand même qu'on aille dans ce concept. Mais surtout aussi que le ministère de Plan, surtout même le ministère d'Emploi, qu'ils travaillent ensemble pour estimer combien de gens localement on peut recruter et comment on va les payer. Parce que ça fait aussi partie de promesse du chef de l'État de créer les emplois. Donc les projets de 145 territoires auraient beaucoup d'impact sur la création d'emplois, l'amélioration de conditions de vie, si c'était laborieusement travaillé par, au-delà des experts, par des locaux, des natifs de la place. Donc un appel a été lancé au chef du gouvernement qui pilote ce projet de développement de 145 territoires, M. Sama Lukonde Kienge, pour justement recadrer et associer des experts pour voir comment développer réellement les 145 territoires de la République démocratique du Congo pour que ça ne puisse pas paraître comme un projet ou encore un programme purement politique. Grand merci à vous, Monsieur Jean Mwangou. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Oui, justement, on est en train d'analyser petitement comment soutenir la vision du chef de l'État avec des correctifs, parce qu'on veut le voir encore à la tête du pays pour le 12e mandat, mais tout en corrigeant les petites erreurs. Parce que ces projets ici, il fallait aussi qu'ils nous présentent les temps. Jusque-là, on ne sait pas dire, bon voilà, si on amorce, ça peut... Le projet peut aller même jusqu'à 20 ans. Est-ce que c'est pour autant que... À court, moyen ou à long terme. Voilà, est-ce que c'est pour autant que les chefs vont continuer à développer parce qu'il y a 20 ans, mais qui nous disent déjà que ça peut être fait progressivement, pour 2 ans nous avons ça, 3e année ça, et à la fin on va clôturer avec ça. De cette manière-là, on peut vraiment être content et puis dire que les gens qui sont à côté de lui sont quand même dignes d'être considérés. Voilà, un grand plateau. Pourquoi pas un grand plateau spécial pour ce projet de 145 territoires? Ce sera toujours le bienvenu sur Télé 50 pour en parler et faire comprendre aux téléspectateurs les tenants et les aboutissants de ce programme de développement. Grand merci à vous. Je dis également grand merci à toute l'équipe technique et meubles à téléspectateurs. On se retrouve très prochainement sur Télé 50, plus précisément demain pour le journal de 13h. Dans quelques instants, la grande édition du journal.